Aujourd'hui, je veux que l'on entre ensemble dans les coulisses de nos disputes et en entendant ça, te viennent des moments de crise aiguë où le ton monte, où la colère explose, ou au contraire, le silence devient énorme, glacial, pesant, assourdissant, je pourrais même dire. Et dans ces moments-là, nous avons tous les réflexes quasi automatiques. On argumente, on contre-attaque, on boude, on cherche à prouver par A plus B qu'on a raison, ou on fuit la pièce en claquant la porte. Et le plus fascinant, c'est que lorsque tu emploies ces comportements, tu es intimement convaincu qu'ils vont résoudre quelque chose. On se fait croire que c'est la bonne méthode pour se faire entendre ou pour régler le problème. Et en réalité, c'est une illusion totale. Nos outils habituels n'ont jamais eu pour but de réparer la relation. Et au fond, on le sait. Ils ont un seul et unique objectif, c'est de nourrir notre besoin de survie immédiate. C'est notre radio interne, quelque part, qui panique et qui cherche à nous sauver nous-mêmes, ici et maintenant, et on verra bien plus tard. Et pour se sauver, nous faisons un choix inconscient. Nous donnons la priorité absolue à notre ego sur le lien. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là ? C'est exactement ce que l'on va travailler aujourd'hui. Pour identifier ce qui se passe, comprendre l'illusion des fausses méthodes, saisir la raison pour laquelle notre outil, nos outils supposés naturels nous trahissent, et découvrir une autre méthode qui fonctionne pour choisir sa trajectoire. Je commencerai par le piège de la fausse protection de soi. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre fort intérieur au moment où explose, où vient une critique, où on a une remarque qui fait qu'on est agacé et que naît la dispute ? Notre structure fonctionne en réaction. Et je ne vous apprends rien en disant qu'elle se comporte comme si notre vie était en danger, alors que nous savons que notre vie n'est pas en danger. Notre partenaire n'est pas devenu tout à coup un ennemi avec un bouclier, une lance, ou bien un lance-roquette ou une Kalachnikov. C'est pas comme ça qu'on le voit. Pourquoi cette impression d'être en danger ? Nous nourrissons cette impression d'être en danger pour ne pas nous effondrer. C'est la raison pour laquelle nous sortons le bouclier, le glaive, la Kalachnikov et la lance. Si tu attaques, c'est pour ne pas montrer que tu es blessé. Si tu te mures dans le silence, c'est pour ne pas exploser ou pour punir l'autre avant qu'il ne te punisse. On est dans une sorte de tiraillement gagnant-perdant, rapport de force sur lequel j'ai envie de m'arrêter sur un podcast prochainement. En fait, nous agissons par pur réflexe de conservation et tu le sais, si tu me suis régulièrement, j'encourage profondément à entrer dans l'écoute de soi. Je défends un certain égocentrisme sain, la capacité à se donner la priorité, à écouter ses propres besoins et à poser ses limites. Ce sont mes limites, c'est là, j'en suis là. Prendre soin de soi, c'est la base. Mais il y a une bévue fréquente dans la manière dont nous appliquons cette manière de prendre soin de soi en situation de crise. Si tu te mets véritablement à l'écoute de toi-même, de manière lucide et profonde, tu réalises que tu n'as aucune envie de détruire ta relation. Le lien que tu entretiens avec ton partenaire ou ta partenaire a une valeur immense pour toi. Alors, pourquoi nos réflexes de survie aboutissent-ils presque à chaque fois à l'altération, voire à la destruction du lien ? La raison, j'ai envie de dire qu'elle est simple. Et je peux le dire dans la mesure où je pense que tu vas valider ça parce que au fond de toi, tu sais ce que je vais présenter maintenant. Parce que sous le coup de l'émotion, nos outils automatiques sont biaisés. D'ailleurs, nous pensons souvent qu'ils sont naturels. Ce qui n'est pas le cas, ils sont automatiques dans la mesure où on les a appris, on a appris à maîtriser cela. Nos outils confondent se protéger et détruire l'autre. L'intention n'est pas de détruire l'autre. Mais nous pensons qu'une des manières de se protéger passe par détruire l'autre. C'est la raison pour laquelle on va être ironique, sarcastique, piquant, etc. Si l'on est en mesure de corriger cette confusion entre se protéger et détruire l'autre, bien des choses changent. Et pour sortir de ce déterminisme négatif, tu ne peux pas te fier à ton instinct du moment.
Parce que ton instinct, en plein cœur d'une crise, c'est de l'essence sur le feu. Donc nous devons impérativement nous tourner vers des outils extérieurs, des protocoles clairs et froids qui sont conçus et qui vont être mis en place avant la crise, spécifiquement pour contourner notre système d'alerte biologique qui fait que l'on rentre dans ce déterminisme négatif que je viens de décrire. Je me protège et pour ce faire, je vais détruire l'autre. Je vais tirer sur l'autre pour me protéger. Je vais tirer sur celui que j'aime pour protéger celui que j'aime. Tu entends tout le paradoxe qu'il y a dedans, parce que me protéger celui que j'aime, c'est moi. Tirer sur celui que j'aime, c'est mon partenaire. Donc je sais que je vais abîmer notre amour pour mon amour propre. Et en même temps, j'entends résonner en moi une sorte d'antagonisme dans la mesure où mon amour propre voudrait que je prenne soin de mon amour pour mon partenaire. Mais dans la balance, qui vais-je prioriser ? C'est là tout l'intérêt d'une démarche éclairée dans laquelle on va travailler pour se dire comment faire ou qu'est-ce que je vais mettre en place avant la crise pour créer de nouveaux automatismes qui vont faire que je pourrai prendre en considération l'amour que j'ai pour l'autre et l'amour que j'ai pour moi en me disant que finalement je n'ai plus besoin de me protéger. Parce qu'en réalité, de quoi ou as-tu besoin de te protéger quand il s'agit de ton partenaire ? Il n'est pas une menace, il n'est pas un ennemi, comme on l'a dit. J'aimerais m'arrêter sur l'illusion des fausses méthodes qui participent à épuiser notre relation conjugale. Attention, soyons lucides, parce que la démarche ne consiste pas à tirer pour dire que ce que tu fais c'est pas bien, que ce que je fais c'est minable, etc., et que d'autres font très bien. C'est juste de mettre en lumière pour se dire, tiens là, ah oui, je fonctionne comme ça. Ah oui, là je me reconnais. Ah oui, je ne savais pas que ça c'était un piège. Je pensais que c'était un fonctionnement naturel. Je pensais que c'était banal, classique, généralement répandu. Mais Pascal me dit que il s'agit des 10 fausses bonnes idées que nous avons mises en place jour après jour. J'en prends donc connaissance et je prends conscience du fait que effectivement dans ma vie c'est une des 10 fausses bonnes idées que j'emploie. Peut-être 1, 2, 3, 5, 7 sur les 10. Je te mentionne maintenant donc les 10 fausses bonnes idées ou les 10 méthodes pièges que nous avons tendance à utiliser quand survient un conflit, une grande dispute. Et on se dit, en employant cet outil, cette stratégie, cette méthode, je vais désamorcer une crise. Et en fait, on a bien compris, je l'ai dit depuis le début, on met de l'huile sur le feu. Première méthode, première fausse bonne idée, c'est l'illusion de la discussion forcée à chaud. C'est le fameux « il faut qu'on s'explique, on ne va pas s'en dormir fâché », on en finit, et quand on aura terminé la discussion, eh bien, on pourra aller mieux. Et finalement, on s'installe à la table ou dans le salon, tous les deux, à 22h, et il est minuit, 1h, on est fatigué, les systèmes nerveux sont à bout de force, et la discussion continue, et en fait, alors que la discussion aurait pu être constructive, eh bien, elle se transforme inévitablement en un procès à 3h du matin, parce qu'en fait, on en a marre, on est crevé, on déballe les griefs, on a l'impression d'être cible de son partenaire, résultat, on s'endort encore plus fâché, plus brisé. Deuxième fausse bonne idée, c'est la méthode des concessions de façade. Donc pour éviter que le conflit qui fait peur contribue à abîmer la relation, on va dire à l'autre « Ok, c'est bon, tu as raison, j'ai tort », et on passe à autre chose. Sauf qu'à l'intérieur, tu as une radio interne qui bouillonne, parce que tu te dis « c'est encore pas normal, c'est pas vrai, j'ai pas tort en fait, c'est parce qu'il est buté et que je voudrais que ça s'arrête ». Donc c'est pas un choix souverain de dirigeant et d'auteur de sa vie qui fait que tu vas faire prendre cette option ou cette fausse bonne idée de te dire oui c'est bon, oui tu as raison, etc. C'est de la soumission. La rancœur s'accumule du coup et la cocotte minute se voit encore plus pleine et risque d'exploser au bout de 3 jours. Ou même si ça n'a rien à voir avec ça, tu vas te rendre compte que tu as fait des gros efforts et que tu as, je vais dire quelque part, tenu une comptabilité qui fait ouais moi je te dis que plein de fois je te fais des concessions en disant que c'est ok alors que je vois que tu insistes et toi t'es pas capable d'accepter que moi je. Troisième fausse bonne idée, c'est le piège de la psychologisation de l'autre. Alors on va sortir des concepts psy en plein conflit pour analyser le partenaire. Non, mais si tu réagis comme ça, c'est à cause de tes blessures d'enfance et tu fais une projection et on s'imagine calme et intelligent, mais en fait, c'est une arme de destruction massive relationnelle. L'autre ne se sent pas compris. Il se sent étiqueté, rejeté, catalogué, dominé,
jugé, et par conséquent, ça n'améliore absolument rien à la relation. La quatrième fausse idée, c'est la quête de l'arbitre ou du témoin de moralité, dans laquelle on va aller chercher une validation extérieure pour prouver qu'on a raison. Alors ça donne, tu sais, j'en ai parlé à ma sœur, mon collègue, mon thérapeute, etc., et ils sont complètement d'accord avec moi, c'est bien la preuve que tu exagères. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Ne fais pas ça, c'est une bévue totale. Parce qu'elle humilie le partenaire en donnant l'impression qu'il est dans une minorité faible. Il a pris le mauvais camp, en fait. Il aurait mieux fait de prendre le camp de ceux qui étaient d'accord avec toi. Cinquième fausse bonne idée, c'est la comptabilité des torts. Tu sors un tableau Excel relationnel et tu notes tous les événements dans lesquels ton partenaire avait eu tort, dans lesquels tu as eu tort, les moments où tu as raison, le partenaire a eu raison. Et quand vient le conflit, tu sors l'historique des dettes en plein conflit. Et moi, j'ai fait ça la semaine dernière. Et toi, tu as oublié ça il y a 3 mois. Je t'avais demandé de faire les courses et t'as pas été capable de le faire. Et toi, tu me dis maintenant que parce que j'ai oublié quelque chose, on pense ramener de la justice avec les faits logiques, cartésiens. On a l'heure, le jour, la date. Et en réalité, on transforme la relation en un commerce. Évidemment, c'est stérile. Chacun cherche à prouver que l'autre est un mauvais payeur, pour garder l'idée commerciale, et l'un et l'autre repartent blessés. Comment ça se fait qu'il y ait la distance entre nous ? C'est normal, parce qu'il y en a un qui fait la comptabilité. Quand il sort ses factures, moi je sors les miennes. Et puis quand il sort mes dettes, je sors les siennes. 6e fausse bonne idée. C'est la fuite pédagogique. Alors, on est en plein conflit, on fait une pause, ce que j'encourage. J'appelle ça le renvoi. Et puis, quand on a fait le renvoi, au lieu de prendre un nouveau rendez-vous, on fait une chose que je n'encourage pas du tout, qui est qu'on va envoyer un SMS qui est un pavé SMS, après avoir quitté la pièce, ou parfois même quelques heures plus tard. On envoie un immense message de 3 pages, parfois sur WhatsApp ou un email, pour expliquer calmement son point de vue, et on pense que l'écrit va poser les choses. C'est tout le contraire, parce que sans le ton de la voix et le regard, l'autre lit ce texte avec la température du conflit qui est en suspens. Donc, il va activer ou accroître son insécurité avec les phrases qu'il va lire pour lesquelles il n'a pas le ton et il ne t'a pas en face pour te demander « Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» 7e fausse bonne idée, c'est l'ironie et l'humour, cynique en général, qui est un humour de protection. Donc on va tenter de désamorcer la tension par une blague piquante, un sourire en coin ou un « mais oui, bien sûr, tu es parfaite ». On se fait croire qu'on prend de la distance et qu'on déleste en fait la crise, mais en réalité, c'est du mépris qui est en plus déguisé, qui invalide totalement la souffrance de l'autre, qui est redoutable. Mais tu pensais bien qu'avec ton attitude, on n'aurait pas les moyens de sortir de cette situation par le haut. On est dans des sarcasmes. 8e fausse bonne idée, c'est la stratégie du scarting, ça s'appelle comme ça en anglais. Ça veut dire que on va être dans le mutisme punitif. On va se taire, on va bouder pour punir l'autre. On va se murer dans un silence en faisant en sorte que l'ambiance de la maison se trouve chargée, avec un air grave. Et on prétend que tout va bien. Non, ça va, je t'assure, non, sérieux, ça va. Mais non, je te dis que ça va, quoi. Ça fait penser au sketch de Gad Elmaleh. Mais plus que je dis que ça va. Mais non, je suis pas fâché, ça va, laisse-moi. Excellent. On s'imagine qu'on évite la dispute, en ne disant rien. Évidemment, tu imagines qu'on ça n'évite pas la dispute. Ça fomente la dispute. C'est un silence passif-agressif, comme on le dit. Il sature l'espace d'insécurité, il pousse l'autre à bout dans une forme de contradiction apparente dans laquelle c'est nous qui avons le contrôle parce qu'on lui a dit « Mais non, ça va, je te dis ça va ». Et qu'il a tous les éléments pour se dire « Mais non, ça ne va pas ». Mais c'est moi qui ai le contrôle parce que c'est moi qui te dis la vérité. Et l'autre vit une forme d'inconfort. C'est même une forme de manipulation ou d'emprise. La 9e fausse bonne idée, c'est la diversion par la suractivité ou la compensation dans laquelle on va fuir la tension immédiate en se jetant frénétiquement dans des corvées, le travail, en s'occupant exagérément des enfants, en faisant la vaisselle, etc. Il pourrait dire, j'ai pas le temps de discuter maintenant, je dois gérer la réalité, le réel, le quotidien,
Voilà. Et on s'achète une bonne conscience logistique tout en érigeant une sorte de mur entre soi et son partenaire pour ne pas effondrer le lien et vraiment sortir par le haut. On a dû arrêter la dispute parce qu'en fait j'étais occupé, j'avais du boulot, il fallait que je m'occupe de ça ou que je fasse ceci ou cela, les enfants n'avaient pas fait leur devoir, il fallait que je les douche. Voilà, donc c'est pas que j'ai fui, mais en fait j'ai fui. Ça a été une diversion par la suractivité. La 10e fausse bonne idée, c'est la promesse magique sans fondement. Pour que la tempête s'arrête tout de suite, on va jurer par les grands dieux que tout va changer. C'est promis. Je ferai plus jamais ça, je t'assure. Hein. J'ai compris, c'est bon. C'est une super stratégie d'évitement. À court terme. Parce que dans le long terme, le partenaire va se rendre compte qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas compris. Parce que comme rien n'est adossé à un vrai travail de fond ni à un protocole, la promesse est rapidement brisée. Et quelques jours ou une semaine plus tard, le partenaire se rend compte qu'en fait il s'est fait bananer. En général, ça marche 1, 2, 3 fois, puis après c'est fini. Le partenaire se fait plus avoir. Si tu penses qu'il se fait avoir, tu te trompes. Je t'ai présenté 10 méthodes qui échouent. 10 sur plus de 10. T'imagines qu'il en existe davantage. Mais 10 méthodes qui échouent toutes pour une raison unique, c'est que l'intention, même si elle était inconsciente, est de protéger mon être, mon ego, ma survie, de m'aimer moi au détriment de l'autre. Dans ces méthodes, on ne prend pas en considération l'autre, mais on se protège. On anticipe sa survie. C'est précisément pour ça que tu dois lâcher ces tentatives et opérer une bascule radicale. Aller dans une direction complètement constructive dans laquelle on ne va plus chercher à se protéger. Quand on se protège, on ne construit rien. Quand on veut construire, on va se centrer sur soi, sur l'autre et sur le lien. C'est précisément pour opérer cette bascule que j'ai mis au point le kit de survie conjugale. Ce kit n'est pas une formule magique pour donner raison à l'autre ou pour t'oublier, bien au contraire. C'est un outil qui te permet de revenir à toi de manière saine. Donc il respecte ton besoin fondamental de sécurité et ton droit à l'inconfort. Et en même temps, il te donne des rails comportementaux pour te positionner sans pour autant basculer dans l'altération du lien. Tu n'envoies plus de pique à ton partenaire. Tu te connectes à toi et tu apprends à nourrir le lien. Le kit de survie conjugale, c'est ton cadre de sécurité. Il remplace ta radio interne qui va se mettre sur la fréquence panique avec un protocole nouveau, un protocole logistique qui va te permettre d'appliquer une approche dans une situation d'urgence. Avec ce kit de survie conjugale, tu peux couper court aux réflexes toxiques que tu utilises parmi les 10 que j'ai mentionnés là, parce que tu as bien compris qu'il y en avait plus de 10. Tu te fais croire que tu veux bien faire, alors qu'au fond, tu sais très bien que tu ne veux pas bien faire. Tu tiens à te protéger. Et pour te mettre immédiatement en mouvement dans la direction de je veux bien faire, parce que je tiens à mon bien-être et au bien de la relation conjugale comme au bien de mon partenaire, tu peux utiliser ce kit de survie conjugale pour vraiment te faire du bien. En utilisant ce dispositif que j'appelle le kit de survie conjugale, on apprend à faire un choix éclairé. Se protéger, oui, même si c'est pas l'intention. S'écouter, oui, ça c'est l'intention première. Et d'ailleurs, en prenant le temps de s'écouter, on se protège. Je le précise. Et on va pouvoir agir sans jamais brûler le lien qui nous unit. Je voudrais que, peut-être de manière assez pratique, tu comprennes que si tu utilises un kit de survie conjugale avant d'entrer en période de crise, tu le connaîtras au moment où viendra la crise. Tu sauras comment l'employer au moment de la crise. C'est donc tout l'intérêt de te procurer ce kit de survie conjugale sur le site Couple Heureux pour que, au moment où viendra la crise, tu aies déjà parcouru tous les éléments du kit de survie conjugale. Ça veut dire que tu auras écouté les audios, téléchargé les fiches, travaillé sur toi. Même s'il n'y a pas de crise au moment où tu découvres ce kit, tu pourras aller là où tu te rends compte que vous avez l'habitude d'avoir des tensions et des conflits importants pour t'équiper de manière à désamorcer la crise au moment où elle viendra. Donc on va un cran plus loin, on prend de l'avance sur la crise, on dépasse l'urgence d'une soirée de crise et même de tout événement de crise à venir. On est vraiment dans l'anticipation. J'ai un ami qui est
pompiers, marins-pompiers à Marseille, si tu savais le nombre de fois qu'ils s'entraînent par semaine. Ils s'entraînent pour des incendies qui n'ont pas lieu, évidemment, parce que c'est un entraînement. De manière à ce que quand viendra l'incendie, ils soient en mesure d'intervenir sans avoir à répéter, à rappeler à un tel et à un tel que la posture est celle-ci, que le protocole est celui-ci et celui-là. Il le sait parce qu'il répète et refait les mêmes gestes semaine après semaine et plusieurs fois par semaine. Tu peux comprendre que quand on apprend à s'observer en direct, on a une posture relationnelle qui change du tout au tout et qui fait qu'au moment où viendra la crise, on aura déjà adopté ce changement de posture relationnelle. C'est pourquoi ce kit de survie conjugale est vraiment à employer avant que ne survienne la crise. Laisse-moi te montrer 3 compétences pratiques, 3 piliers à savoir que tu peux développer à la seconde même où tu décides de comprendre tes réactions plutôt que de les subir. Pilier que le kit de survie conjugale va te donner d'apprendre à mettre en œuvre. Premièrement, débusquer ses propres déclencheurs. Qu'est-ce qui fait que je déclenche ? J'entre dans le pouvoir de l'auto-observation. Vivre sans se connaître, c'est marcher les yeux bandés dans un champ de mine. Évidemment, ça va péter. Donc, j'apprends à débusquer mes déclencheurs, pas ceux de mon partenaire. Les miens. Tu peux aussi apprendre à découvrir ceux du partenaire, mais d'abord les tiens. Tu peux prendre conscience que quand ton partenaire te dit par exemple « Tiens, tu n'as pas fait les courses », la bombe explose. Pourquoi ? Parce que dans ton ignorance, tu es convaincu que c'est la phrase de l'autre qui te met en colère. À la seconde où tu apprends à t'observer, tu découvres ton fonctionnement. En fait, tu réalises par exemple que quand elle me dit ça, mon système interprète immédiatement comme tu es nul, tu ne sers à rien. Et en fait, c'est ma vieille blessure d'impuissance qui s'allume. Tu commences à mettre la lumière sur toi, sur ton fonctionnement. Deuxième pilier. Tu peux séparer l'ouragan intérieur de l'action extérieure. Le savoir-être avec le soi. C'est un grand piège sur lequel je ne m'arrête pas aujourd'hui. Mais ça fait que quand tu seras en pleine tempête, tu pourras te dire, ok, là, je suis furieux, mon corps brûle, ma radio interne me hurle de frapper verbalement pour me défendre, j'accueille la colère, elle a le droit d'être là, mais je décide de faire autrement. Qu'est-ce que je suis en train de me dire ? Etc., etc. Je m'arrête là sur l'exemple. Troisième pilier, c'est d'offrir une présence prévisible dans laquelle tu vas entrer dans le savoir-être avec l'autre. J'ai bien dit une présence prévisible, ça veut dire que tu vas te projeter vers comment je veux être avec l'autre. Ça te demandera de regarder ton fonctionnement pour savoir qu'est-ce qui me terrifie le plus. Ou qu'est-ce qui terrifie le plus mon partenaire dans telle ou telle situation. Parce que ça, c'est de l'imprévisible. Alors que si j'ai pris le temps de savoir ce qui me terrifie ou ce qui terrifie le plus mon partenaire, ça rentre dans le prévisible. Ah là, je suis trop activé pour qu'on se comprenne. Alors je vais dire à mon partenaire, je vais dans le bureau 30 minutes pour me calmer et je reviens vers toi. Parce que tu savais que quand il y a quelque chose qui est actif, tu as besoin d'une 30aine de minutes. Avant, tu as besoin d'une heure, peut-être de 3 heures ou de 3 jours. Et avec le travail que tu fais, peut-être en coaching avec moi, tu réduis à 30, 20, 3 minutes. Tu peux en parler. Chaque fois que tu fais ce travail d'observation, tu deviens plus fort, plus grand, plus aligné. On découvre en soi, grâce à ce kit de survie conjugale, entre autres, mais aussi au programme, la méthode CAP qui s'y adosse, qui va venir en complément de ce kit de survie conjugale, qui est une approche, j'ai envie de dire, initiatique de la rencontre avec soi pour limiter ou désamorcer une crise avant même qu'elle n'arrive. Eh bien, en fait, c'est la clarté sur soi. On découvre ce que l'on ignorait totalement de sa propre existence. C'est plus seulement une question de sauver son couple, expression que je n'aime pas du tout. C'est une question de souveraineté personnelle. Chaque friction ordinaire devient alors une opportunité pour expérimenter quelque chose qui consiste à se fortifier soi-même. Indéniablement, la décision de construire, d'apprendre et de grandir t'appartient entièrement. Les tuiles du quotidien et les imperfections du couple seront toujours là, sur ta route, sur votre route. Mais aujourd'hui, tu as la clarté de savoir que tu peux choisir d'autres trajectoires.
Tu sais que tes outils habituels ne sont qu'une illusion de protection qui mutile ta relation. Tu sais qu'une autre voie existe. Celle d'un égocentrisme sain qui se priorise sans jamais altérer le lien, qui donne vraiment une emphase colossale à je veux tenir à qui je suis et je veux tenir au lien en même temps. Et je découvre que c'est possible. Alors ne reste pas passif face à la prochaine tempête ou même avant la prochaine tempête. Dès aujourd'hui, télécharge le kit de survie conjugale sur le site Couple Heureux. Tu peux te donner des balises indispensables pour sécuriser ta relation, la fermer, la rendre forte. Et avant de te laisser, je voudrais quand même te rappeler que tu es le seul à pouvoir changer ta vie, le seul à pouvoir améliorer ta manière d'être avec un autre, que ce soit ton partenaire ou quelqu'un d'autre. Personne ne peut faire que les crises à venir que tu vas traverser seront vécues autrement. Personne d'autre que toi.